on verra jusqu'où ça peut aller, mais il n'y a pas de limite pour Mboko. Est-ce que quelqu'un peut battre Sinner? Bon, on pose la question à chaque tournoi. Parce qu'il y en a au moins 5-6 que je pourrais dire, ouais, il pourrait se rendre en finale. C'est quand même une longue absence là, pour Carlos Alcaraz. C'est là que ça va se jouer peut-être pour Félix. Salut, bienvenue à Sur la ligne, le podcast officiel de Tennis Canada, une production de KO Sport. Hugues Léger et Charlotte Robillard en ma compagnie. Je suis Alex Régin. Ça me fait vraiment plaisir, en direct de ma chambre d'hôtel à Kelowna. C'est beau en tabarnouche, Kelowna, je peux vous dire. M'ennuie de vous, mais moins que vous pensez. Parce que c'est beau en tabarnouche ici, dans les montagnes. Mais au-delà de ça, ça me fait toujours plaisir, comme je le dis, d'animer l'émission et c'est quelque chose que je ne voudrais pas manquer. Je commence avec toi, Hugues. Comment vas-tu? Comment te portes-tu? Ça va super bien, Alex. Puis je suis toujours content de voir ta tournée Jet Set Across Canada, from coast to coast, à chaque semaine. Donc, d'une chambre 5 étoiles encore sur la côte ouest cette semaine avec les Saguenayens de Chicoutimi qui ont gagné, évidemment, la Coupe au Québec, la Coupe du Président. Et maintenant, pour la Coupe Memorial. Ouais. Et puis, hey, vous en voulez une bonne, Charlotte, avant que je te salue, là. Tantôt, j'ai oublié ma clé. J'oublie tout le temps ma clé dans les hôtels. J'oublie quel numéro de chambre je suis. Je fais tellement d'hôtels que j'oublie. La fille, elle dit, OK, j'avais pas de carte d'identité sur moi parce qu'elle me demande, j'arrivais de courir. Puis là, elle dit, OK, t'es arrivé quelle date? Puis je dis, je pense que je suis arrivé le 26. Elle dit, c'est parce qu'on est le 25. Excellent. Ça voit à quel point t'es sur le décalage horaire, mais qu'il n'y a pas de décalage horaire. Je sais plus quel jour on est, les amis. Je ne sais plus quel jour on est. Mais cela dit, Alex, ça va bien. C'est le printemps. Toi, tu peux courir au chaud sur la côte ouest. Il fait 35 degrés à Paris pour Roland-Garros en ce moment à Porte d'Auteuil. Un peu moins chaud à Montréal, mais tout va bien. Je suis dans la Californie du Canada. Exact. Pour vrai, là, honnêtement, là, les chances, je ne reviens pas. C'est beau en tabarnouche. On peut-tu déménager le studio ici? Pour vrai, on va en parler avec KO Sport après l'enregistrement. On va en parler avec KO Sport. Charlotte, comment vas-tu? Comment te portes-tu? Ça va bien. C'était le week-end de la F1 en fin de semaine. On avait des amis en ville, donc on a fait pas mal de sorties. On en a profité. Les Canadiens sont encore en série, donc très excitant de regarder ça puis de voir comment ça va évoluer. Puis, je continue mon petit train-train, puis je suis Roland-Garros. Donc, des beaux événements de sport. Puis moi, ça va bien. C'est le fun. Ouais. J'aime ça, suivre ça. Puis, c'est tout du positif. On a nos Canadiens qui vont bien. On a Roland qui commence. Puis ça s'est bien passé pour la F1. Donc, tout va bien. Vous voyez, sur la ligne aussi, c'est souvent une compétition de glamour. Charlotte a plugué la F1, qu'elle était là. Hugues, lui, dans un autre épisode. Non, j'étais pas là. Mais je l'ai suivi à distance. me semble que c'est ton genre d'événement, Charlotte. Oui, mais je suis allée une fois, puis je trouvais que c'était assez. Une fois... Une fois en personne, c'est bon. C'est bon pour moi. C'est trop big pour la F1. Mais il y a une belle atmosphère dans la ville de Montréal. Donc ça, c'est... oui. Puis moi, je suis vraiment un gros fan de F1 en plus. Là, fait que ça, hier, pendant que je travaillais, j'avais le Grand Prix à mes côtés. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parlant d'autres sports, les Canadiens en série, je vous rappelle que au casino se tient toujours ce watch party-là. Il y a des prix à gagner. Tous les matchs canadiens, vous présenter au casino, assister à ces matchs-là. Nous, on l'a vécu dans la première ronde, Hugues et moi, et c'était vraiment, vraiment le fun. Ça vaut la peine d'aller faire un tour. Alors voilà, ceci dit, maintenant, parlons de tennis puisque c'est notre mandat. On a parlé de Roland-Garros. Il y a Roland-Garros, effectivement, qui arrive. On va parler de ce qui va se passer avec les Canadiens. Mais il y en a une qui continue d'impressionner, puis pas à peu près. Victoria Mboko, une autre finale pour elle. Charlotte, c'est quand même un résultat très positif, même si elle a perdu en finale. Oui, vraiment, sa première finale WTA sur terre battue, un très haut niveau, comme on la voit toujours évoluer. Après l'année passée, on se rappelle, elle était dans les qualifs de Roland-Garros, 100 quelques rangs, 120e, si je me rappelle bien. Là, elle est en finale contre Navarro. Moi, je croyais en ses chances aussi. Donc, elle a toujours l'opportunité, n'importe quel match qu'elle joue, n'importe quelle joueuse qu'elle joue, j'ai l'impression qu'elle a le potentiel de gagner. On la sent bien, elle bouge bien sur la terre, elle frappe bien. Que du positif de mon côté, très contente qu'elle ait ces matchs-là avant l'entrée en jeu à Roland. C'est toujours bien de prendre confiance puis d'accumuler des victoires. Donc,
C'était dommage de l'avoir joué, Leila, deux Canadiennes, une contre l'autre. Ça aurait été mieux en finale, mais toutefois, un très bon tournoi pour elle, puis elle continue de bien progresser. Oui, puis elle gère bien ses matchs. Encore une fois, elle remonte après avoir perdu le premier set. Elle perd en 3 finalement, mais contre une joueuse d'expérience en Navarro qui joue très bien. C'était une belle performance quand même pour Victoria qui se maintient au 9e rang mondial. Petite blessure aux pectoraux. On verra si ça l'affecte dans ses premiers tours à Roland-Garros. Là, mais c'est quand même un très bon résultat sur terre battue rouge. Une finale comme ça, c'était un 500, je crois, à Strasbourg. Oui, exact. Et elle n'avait pas nécessairement un tableau facile parce qu'au premier tour, c'était Loïs Boisson. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle. C'est pas une fille qui a fait jaser beaucoup depuis, mais c'est une fille qui avait explosé à Roland-Garros l'année passée. L'an passé, si je ne me trompe pas. Exact. Elle était sortie d'absolument nulle part. Là, fait que c'est quand même une demi-finaliste à Roland-Garros. Après ça, elle est là. Ben bon, on sait la qualité de joueuse qu'elle est, même si elle est up and down cette année. D'ailleurs, on reviendra sur ce match-là un peu plus tard parce que c'est un match qui a fait jaser un peu partout dans le monde. On va y revenir. Et puis, Emma Navarro, c'est une excellente joueuse américaine. Ça se passe en 3-7. Là. Elle a perdu 6-0, 5-7, 6-2. Alors, une performance très honorable pour une fille qui, honnêtement, continue de faire jaser, pas juste au Canada. Là. Son nom est sur tous les lèvres dans le monde du tennis. Je l'ai dit souvent, c'est la nouvelle poster girl de Wilson, qui est son commanditaire principal, donc de la tête aux pieds, puis c'est elle qui est mise de l'avant dans beaucoup de campagnes marketing. Je voulais parler quand même de son changement d'entraîneur. Il faut souligner qu'elle a fait un changement depuis quelques semaines. Elle n'est plus avec Nathalie Tauziat sur une base permanente. Elle est à l'essai avec Wim Fissette en ce moment, qui a accompagné des joueuses comme Kim Kleister, comme Osaka, comme Simona Alep, comme Swiatek plus récemment. Donc, on a vu beaucoup de relations, beaucoup de discussions sur le terrain. On verra ce que ça donne. Mais bon, pour un début d'association, période d'essai, une première finale, c'est quand même intéressant. Là. Est-ce que tu connais Wim Fissette un peu? Non, pas personnellement. De nom, évidemment. Puis, je suis contente pour elle d'un nouveau départ, puis que ça commence bien. Comme tu dis, une finale, toujours très positif. Je lui souhaite que... C'est pas toujours facile de trouver la bonne combinaison avec un entraîneur, un joueur. Donc, j'espère que ça va bien aller pour elle. Puis, moi, ce que je trouve vraiment excitant du côté de Mboko, c'est qu'on voit que sa progression, elle a été éclatante dans la dernière année, mais pour moi, ce n'est que le début. Des fois, tu peux sentir qu'il va y avoir comme un plafond dans le potentiel de résultats ou de succès d'une joueuse, mais moi, je le sens pas pour Victoria. Je sens qu'elle peut continuer de nous impressionner et qu'elle pourrait, encore une fois, l'année prochaine, on pourrait regarder tout ce qu'elle a fait dans les 12 derniers mois et se dire « Wow, elle était 9e et là, maintenant, regarde tout ce qu'elle a fait. » Je sens pas que ça s'en va dans l'autre direction. Donc, c'est bien. En plus, c'est tellement une joueuse qui a des belles qualités, une bonne personne. Donc, je pense que ça peut juste s'en aller dans la bonne direction pour elle. Fait. Pour moi, sky's the limit. On en a souvent parlé. Son objectif, on le savait, c'était top 10 cette année. Elle l'a atteint dès le début de la saison. Là, on se dit où elle va arrêter. Puis son jeu peut prendre évidemment de la maturité à 19 ans. Il y a vraiment une marge de progression encore. On verra jusqu'où ça peut aller. Mais il n'y a pas de limite pour Mboko. Non, puis souvent, quand tu fais très, très bien jeune, comme des Raducanu ou même des Andreescu ou tous les autres, c'est difficile l'année d'après parce qu'il y a un nouveau standard, un nouveau statut, il y a des attentes, il y a beaucoup de pression. Et c'est là qu'on voit des fois que ça chavire un petit peu et c'est pas le cas pour elle. Elle semble juste vraiment bien gérer ça, être fière de son parcours puis de continuer d'avancer. Donc, la période plus difficile, là, souvent, entre guillemets, qui est tout de suite après, elle semble bien aller. Donc, c'est rassurant de ce côté-là. C'est vrai. C'est impressionnant l'année qu'elle a là, présentement. C'est une fille qui a à peine 20 ans et qui personne ne connaissait vraiment avant l'Omnium Banque Nationale l'année passée, là, à part nous évidemment, parce que nous autres, ça faisait longtemps qu'on la suivait. Elle était venue sur le show à plusieurs reprises, mais 3 finales, dont une à Doha en Masters 1000, 2 quarts de finale à Indian Wells puis Miami, c'est pas les plus petits tournois, puis un 4e tour en Australie au début de la saison. Je veux dire, déjà, là, c'est quand même c'est une excellente saison, même s'il fallait que ça s'arrête là pour Victoria Mboko en termes de résultats. Évidemment, elle va avoir des points à défendre là, après la un 3e tour à défendre à Roland-Garros. Mais au-delà de ça, c'est vraiment, elle avait eu quand même quelques résultats en fin de saison l'année passée. Fait qu'elle n'a pas tant de points que ça à défendre là, jusqu'au mois d'août. Là. Oui, c'est vrai. Il y en a d'autres qui ont des points à défendre aussi pendant Roland et d'autres tournois. Donc, ça va... Ça s'équivaut à la fin de l'année. Elle va
finir par le dire. Elle va jouer du côté de Roland Garros. Elle va affronter Bartunkova, la Tchèque. C'est une Tchèque de 20 ans qui est classée autour de la 70e place mondiale. On va regarder ce qui va se passer du côté des Canadiens à Roland Garros parce qu'il y a déjà eu des matchs de jouer. Il y a également des matchs à venir. On va en parler un peu si vous voulez. Vous attendez à quoi de la part de Mboko? Est-ce que c'est la fille sur laquelle vous misez? En fait, je vais pas dire la fille. La joueuse ou le joueur canadien sur laquelle vous misez pour se rendre le plus loin dans le tournoi? Ou est-ce que Félix est dans la course pour vous? Écoute, on sait déjà malheureusement que Gabriel Diallo a dû se retirer pour cause de blessure en premier tour. Difficile pour lui côté physique. Leila a perdu son match d'entrée aujourd'hui contre Alicia Parks, 6-4, 6-4. Donc, il y a déjà deux Canadiens, 2 Québécois qui sont sortis. Mboko et Félix, évidemment, c'est nos 2 joueurs les mieux classés. C'est les 2 que je vois en deuxième semaine. Je crois aux 2. Donc, je m'attends à une deuxième semaine là, pour nos 2. On va voir ce qui va arriver avec Gabi Dabrowski qui a eu sa 400e victoire sur le circuit la semaine dernière, donc à suivre aussi. Denis, écoute, on verra, c'est toujours un peu une surprise. Si on voit quelques tours pour Denis, ça va être du bonus pour moi. De mon côté, je pense que, évidemment, Vicky, j'y crois beaucoup, très confiance en elle. Elle vient d'avoir une bonne semaine. Ouais. Elle semble en bonne forme physique, mentalement aussi. Félix, je trouve un petit peu en dents de scie. C'est jamais facile de savoir. Il est quand même, 5e au monde. Donc, quand je regarde son classement, je suis rassurée. 4e à la race. 4e à la race, donc ce qui démontre un peu que le momentum, ça va tout de même. Mais la semaine passée, elle a perdu en 3-7, elle menait 3-0 dans la manche finale. Donc, je vois qu'il y a peut-être un petit peu de fragilité dans son jeu, mentalement aussi. Je pourrais pas nécessairement le mettre d'entrée dans la deuxième semaine. Donc, si j'avais à mettre mon choix sur quelqu'un, ça s'arrêterait sur Victoria. Denis joue un joueur issu des qualifications. Ça va être la première fois qu'ils vont se jouer. Denis qui n'a pas non plus eu la meilleure saison sur terre battue, qui a enchaîné peut-être 2 victoires une fois. Je pense que c'était la première fois en 2 ans qu'il enchaînait 2 victoires sur terre battue de suite. Donc, on voit que c'est pas nécessairement ce qu'il préfère. Donc, ce serait difficile pour moi d'aller mettre mes espoirs peut-être dans Denis. Puis, bon, là, elle a perdu et ça ressemble à ça. Donc, je dirais que Mboko tient un peu les espoirs canadiens à ce temps-ci. Intéressant. Honnêtement, je suis à la même place que vous. Et même, je vous dirais, moi, le premier tour de Félix m'inquiète un peu. Contre Altamayer, là, c'est pas un mauvais joueur. C'est un gars qui l'a battu 2 fois. Ils sont 2-2, un contre l'autre, là, honnêtement. Et c'est un gars que... Bon, Félix a gagné les 2 dernières rencontres. Ça, c'est peut-être la chose positive là, dans le cas de ce match-up-là. Mais sur terre battue, ils sont 1-1. Donc, match en 5-7, match à l'extérieur, évidemment. Roland Garros. À moins qu'il pleuve, hein, ils ont un toit s'ils jouent sur le central ou sur le Suzanne Lenglen, mais c'est pas les conditions qui favorisent au maximum Félix. C'est des conditions beaucoup plus lentes, là, alors que les conditions rapides favorisent Félix naturellement. Puis tout peut arriver dans un grand chelem. Tout le monde veut aller chercher le plus de matchs possible. Tous les meilleurs joueurs sont là. C'est sûr 5-7 aussi parfois. Donc, ça peut vraiment... faut travailler jusqu'au bout pour aller chercher son match. Moi aussi, je trouve que c'est peut-être un premier tour difficile pour Félix. Espérons qu'il passe à travers. Mais au moins, il a gagné les 2 dernières rencontres. Donc, peut-être qu'il va avoir confiance et qu'il a la bonne recette pour pouvoir le jouer, espérons. Il a un tableau intéressant, cela dit, Félix, parce que quand tu regardes à peu près, s'il passe à Altamayer, c'est peut-être son adversaire le plus compliqué jusqu'au quart de finale, où là, ce serait possiblement un Medvedev. Mais sinon, au 4e tour, un Vachereau peut-être, mais il l'a déjà battu. Il a une fiche gagnante contre à peu près tout le monde qui pourrait affronter après Altamayer, jusqu'à potentiellement un Daniil Medvedev, où là, on le sait, ça a été un peu compliqué. Ça bête noir pendant longtemps, mais il a gagné quelques matchs récemment. Medvedev qui joue bien aussi récemment, qui a eu un gros match contre Sinner. Un nouveau Medvedev sur terre battue. Des fois, c'est 0-6-0-6, des fois, c'est 3-7 contre Sinner. Exact. Mais c'est Medvedev. Exact. Mais non, exact. Alors, moi, si Félix passe le premier tour, j'aime bien ses chances pour une deuxième semaine, honnêtement. Je pense que son premier tour, c'est vraiment le match le plus compliqué jusqu'à la ronde des 16. Puis on sait que les premiers tours sont jamais faciles de rentrer dans ton tournoi puis de t'habituer à la surface et à l'atmosphère. Donc, c'est là que ça va se jouer peut-être pour Félix.
Exact. Dans le cas de Denis Shapovalov, il va affronter Jamie Faria, qui est autour de la 115e place mondiale. Il n'a jamais passé la 87e place mondiale. Alors, j'ai l'impression que c'est quand même un match qui est prenable pour pour Shapovalov. Au deuxième tour, cela dit, il aurait peut-être un boublique dans les pattes et un tiafo au troisième tour. Là, ce ne sera pas simple pour Shapovalov. Mais s'il peut passer le premier tour, déjà, ce sera ça. Après, ça risque de se compliquer un peu dans le cas de Chapo. Voulez-vous ajouter à ça? Ben, il y a aussi Victoria qui joue avec Yala en double et qui vont affronter Leila et Schneider au premier tour. Donc, encore une fois, on espère que nos Canadiens ne jouent pas dès les premiers matchs, mais au moins, il y aura une équipe au deuxième tour. Ouais. Parler des Canadiens, bon, Bianca a perdu en qualification, là, mais parler des Canadiens pour l'essentiel. Quand on regarde ce qui va se passer du côté du restant des joueurs sur la planète, on sait que Alcaraz ne sera pas là. D'ailleurs, ne devrait pas jouer Wimbledon non plus. C'est quand même une longue absence là, pour Carlos Ça pose des Alcaraz. questions. Oui. Ben, ouais, vraiment. J'ai pas tant l'intention qu'on embarque dans cette discussion pour l'instant parce qu'on a quand même encore du temps pour en parler, mais il reste que ça pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est blessure? Est-ce que c'est autre chose? La question se pose. À suivre. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut battre Sinner? Bon, on pose la question à chaque tournoi. En ce moment, honnêtement, je sais pas. Ben, il commence en ultra favori, là, il faut le dire. Il veut compléter son Career Slam aussi. Il est sur une année de record. Il vient de compléter ses Masters 1000 avec celui de Rome. Il a tous les Masters 1000 déjà. C'est difficile de voir qui peut battre Sinner s'il est en forme, s'il n'est pas blessé. Des prétendants potentiels comme Arthur Fils, ben, sont plus dans le tableau. Zverev semble jamais pouvoir se rendre jusqu'au bout. C'est difficile de voir qui peut battre Sinner, mais bon, le tableau sans Alcaraz est un peu plus ouvert. Est-ce que ça peut provoquer une opportunité pour quelqu'un qui jouerait le tennis de sa vie en ce moment? Mais je vois pas qui peut battre Sinner au moment où on se parle. On le répète, hein, c'est le favori absolu qui continue de briser les records, puis qui est sur une lancée époustouflante. Il y a la meilleure cote depuis Nadal à Roland-Garros en 2009. Donc, vraiment, on voit qu'il y a un écart par rapport aux autres. Mais 2009, Federer avait gagné. Bon, voilà. Donc, peut-être que cette fois-ci... Mais comme Ruud l'a dit après leur match, ben plus il gagne, plus on se rapproche tranquillement vers une défaite de sa part. Parce que statistiquement parlant, ben à un moment donné, il va falloir qu'il en perde un match. Oui. Donc, peut-être que ce serait à Roland. On le sait que quand il fait très chaud, les matchs sont longs. C'est peut-être sa seule et unique, entre guillemets, faiblesse. Je vois pas nécessairement un joueur en particulier que je te dis déjà ici, maintenant, je peux te promettre ou te prédire. Je vois pas non plus ça pourrait être telle personne. Mais est-ce que ça peut arriver? Bien sûr que ça peut arriver. Ouais. Personne n'est un robot, personne n'est tout puissant. Donc, et il a joué beaucoup de tennis. Il se rend en finale à chaque tournoi où il joue. C'est bon d'un côté, mais il y a une fatigue d'accumuler, comme tu dis. Donc, mais sur papier, quand on regarde les choses comme ça, très réalistiquement parlant, si j'avais à mettre mon argent sur quelqu'un, ce serait définitivement Sinner. Puis, il peut avoir des surprises. Il peut avoir quelqu'un qui a une super belle semaine ou bien une petite blessure du côté du camp Sinner ou d'autres choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais avec Alcaraz qui n'est pas là, c'est plus difficile. Je vous rappelle qu'il y a toujours deux façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Sur une séquence de 29 victoires de suite qui remonte jusqu'au mois de mars, ça n'a aucun sens. C'est une domination complète là, du tennis présentement, au point où on se demande c'est-tu bon pour le tennis? Certains commencent à se le demander. Hugues, est-ce que tu vois quelqu'un d'autre que Sinner? Tu mets ton argent sur quelqu'un d'autre que Sinner présentement? 6 Masters 1000 de suite, il faut le dire. Non, je n'ai pas d'argent à mettre sur qui. Par contre, il y aura une cote intéressante. Quelqu'un qui est chanceux. Par exemple, c'est Zverev qui passe. Je vois même pas qui je pourrais mettre après. Je vois pas qui peut le challenger. Mais effectivement, sur 5-7, s'il fait encore des 30-35 degrés pendant une semaine encore, ça peut affecter. Puis il y a des surprises qui peuvent arriver. Mais si nous, on est conscient de cette situation-là,
lui aussi, C'est son certain. équipe aussi. Donc, Ah oui, bien sûr. j'imagine qu'ils vont se préparer en conséquence au niveau de la récupération, Ouais. de l'hydratation et tout ça. Donc, il ne voudra pas se remettre dans le même piège qui a peut-être déjà été dans le passé. On l'a Exact. vu en Australie, c'était difficile contre Ouais. Spizeri. Je pense qu'il va avoir appris de ça, mais Ouais. bon. Peut-être qu'il va avoir une petite faiblesse. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai le feeling qu'il va se passer quelque chose. C'est juste une impression aujourd'hui au niveau statistique, au niveau probabilité. C'est Sinner qui va gagner. Mais quand ça semble trop évident, il se passe quelque chose. Ouais, c'est ça. la beauté du sport, là, donc à suivre. Mais je pense qu'on va avoir un Roland intéressant cette année. Il y a les retraits, les retraites de Gaël Monfils, de Wawrinka. Le fait qu'Alcaraz ne joue pas encore une fois, ça ouvre le tableau. Je pense qu'il va se passer des choses cette année. Donc, je suis On curieux peut de voir jamais comment mettre Sinner... non plus Djokovic complètement à l'écart. On le sait qu'il va être sûrement très motivé vu qu'il a 39 ans. Il sait que c'est la fin qui approche. Il veut aller chercher un 25e Grand Chelem. Donc, peut-être que ça va aussi le motiver. Puis, ses meilleures sensations vont revenir. Mais c'est difficile à imaginer en ce moment avec les chiffres qu'on a devant nous. Ouais. Une petite pensée pour Clément Tabure, qui est son adversaire de premier tour. 171e mondial. Ouais, c'est va jouer ça. sur le central comme Français. Un d'après Français. moi. Ah ouais. Donc, Il va se souvenir de ça, Mathieu, toute sa vie. Ça se peut que ce soit pas long. En fait, je veux rien enlever, là. Je veux rien enlever, mais la façon... Quelle histoire ce serait, par contre? Tu sais, tu te dis, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose s'il fallait que ce soit ça. Eh boy! C'est peut-être pas là que je miserais qu'il va se passer quelque chose, mais dans la quinzaine, il va peut-être se passer quelque chose. mais moi, ce que je trouve Félix. intéressant, c'est que à quel point, autant que c'est clair chez les gars que, bon, on a un favori, puis que, selon nous, il va se rendre en finale, il va gagner. Chez les filles, pour moi, Là, c'est ouvert. c'est vraiment Ouais. ouvert. Ouais. C'est difficile de donner une joueuse pour moi en ce moment parce qu'il y en a au moins 5-6 que je pourrais C'est vrai. dire, il pourrait se rendre en finale. Ouais. Incluant ça, beaucoup. ouais. Qui sait Ouais. si Vicky part sur une lancée? Andy Roddick l'a dit lui-même qu'il Ouais. pense qu'elle va gagner un Grand Chelem bientôt, dans Ouais. la prochaine année, je crois. Donc, à voir. Mais parlons-en. J'allais dire, ce qui se passait du côté des hommes, ça pourrait être peut-être Félix qui remporte ce tournoi-là, mais il faudrait qu'il batte ses nerfs quelque part, je pense, en demi-finale. Là. Fait que faudrait que je revoie le tableau. Là. Mais allons-y, du côté des femmes, vous le voyez comment ce Roland Garros-là, parce qu'il est effectivement compliqué. Moi, j'ai une bonne idée de mon choix, même si c'est une fille qui m'a fait mentir beaucoup dans les dernières années. J'ai l'impression que je vais prendre Coco, moi, pour me rendre jusqu'au bout. Je pense qu'elle fait partie de ces filles-là qui peuvent remporter le tournoi. Charlotte, tu vois qui, toi, comme prétendante? Ben, c'est ça, je viens de dire, c'est difficile pour moi de dire une joueuse. Je pense que Rybakina, Sabalenka, Coco, Svitolina, Vicky, Navarro, Pegula, Swiatek. Noskova qui joue bien aussi. Qui? Swiatek. Swiatek, comment l'oublier? Moi, je pense Ouais. qu'elle pourrait vraiment gagner le tournoi, Swiatek. Ouais. Demi-finale la semaine passée. Elle retrouve ses sensations. Elle a gagné le tournoi plein à répétition. Donc, oui, je crois qu'il y en a plusieurs qui pourraient avoir une belle semaine. Puis justement, sachant que c'est un peu plus ouvert, je pense que ça va en motiver quelques-unes à justement peut-être essayer d'aller au bout des choses puis d'aller chercher un titre. Il y a quand même 4 anciennes championnes de Grand Chelem qui ont perdu au premier tour. Ouais. Kenin, Raducanu, Krejcikova, Stevens. Ouais. Donc, on voit que côté du tennis féminin, c'est bien dans un sens parce qu'on on sait pas trop ce qui va se passer, puis c'est Ouais. plein de surprises. Donc, je pourrais pas vraiment te donner une joueuse, mais si tu veux que je me lance, tiens, vu que je l'ai oublié, je vais dire Swiatek. Honnêtement, là, je regarde le top 10 en ce moment. Là. Tant qu'on le nomme. Là. La 10e, c'est Mukova. Elle a été finaliste, si je ne me trompe Ouais. pas, à Roland Garros. Oui. Victoria Mboko, définitivement peut gagner ce tournoi-là. Mira Andreeva, définitivement peut gagner ce tournoi-là. Svitolina vient tout juste de gagner un des plus gros tournois de sa carrière, peut Rome. possiblement, avec son chum français, remporter ce tournoi-là. Anna Simova, finaliste en Grand Chelem aussi, si je ne me trompe pas. Jessica Pegula peut définitivement remporter ce tournoi-là. Coco Gauff, le top 10 peut remporter. Oui, Swiatek, c'est vraiment Rybakina, ouvert. Sabalenka, Le top 10 peut remporter ce tournoi-là pour l'instant. Et ça, honnêtement, je trouve ça d'autant plus intéressant. Parce que tu vas avoir plein de bons match-ups très tôt dans le tournoi. Ben, très tôt. Assez tôt dans Il va y le avoir tournoi. des très bons matchs. Ronde des 16, ça va être super intéressant.
clairement. Euh, Mais, Et tu parlais de Muskova, elle est 12e présentement. Alors, oui, elle est là. Hugues, oui, vas-y. Alex, ça me fait dire quand même que je dois revenir sur les fameux Night Sessions. Je regardais les matchs féminins en Night Session, évidemment qui sont beaucoup dictés par le choix du diffuseur en France, qui est Amazon Prime Video. Ils ont un gros deal avec Amazon Prime. Depuis 2 ans, il n'y a eu aucun match féminin en Night Session. Et depuis 2021, il y en a eu 4 seulement. Donc, est-ce qu'il y aura un match féminin en Night Session cette année? J'ai hâte de voir ça. Mais effectivement, il pourrait y avoir un match-up qui le vaudrait à quelque part là, dans la deuxième semaine. Souhaitons-le quand même. Mais c'est un débat qui va quand même continuer. Là, Beaucoup plus compliqué que ça, malheureusement. Même Ouais. s'il y a des matchs, des fois, que tu trouves que tu sais qu'ils ont le potentiel ou l'intérêt d'être un night session, mais ils ne le sont pas pour mille et une raisons. Et c'est dommage. Ouais. Mais Mais là, ce que le diffuseur choisit, c'est d'avoir un match qui peut être plus long, qui va être en 3-7 minimum, hein, en jouant en 3-5. Puis évidemment, ils mettent un match en night session seulement. C'est pas comme au US Open, ils en ont en début de session, en fin de session. C'est un match seulement qui est diffusé en prime time. C'est 8h, 8h30 heure de France. Aujourd'hui, c'était mon fils contre Hugo Gaston, qui est en cours au moment où on se parle. C'est peut-être terminé d'ailleurs. Mais c'est une discussion qui va continuer quand même. Mais bon, Amazon Prime choisit d'y aller pour le côté masculin, pour des matchs de plus longue durée, qui se termine des fois très tard. Il y a des joueurs qui aiment moins ça aussi. Mais c'est le choix qui est fait en ce moment. Mais c'est une question qui va être reposée encore à Amélie Mauresmo à quelque part d'ici la finale, je vous le garantis. En même temps, sur ton night session, là, je te rends toi et moi. Là, peut-être je me trompe. Je suis peut-être bien naïf. D'après moi, Coco tire plus que Zverev aux États-Unis. Je me pose même pas Je pense que oui. Je pense que oui. D'après Mais moi, attention, c'est Amazon Prime en France, Alex. Du côté américain, c'est TNT, c'est ESPN. Du côté ici, c'est TSN et RDS. C'est vraiment un cas français. Ils ont eu un deal avec Amazon Prime. Donc, France Télévisions qui diffuse tous les matchs de journée, historiquement tous les matchs depuis 5 ans, sont plus là pour les night sessions. C'est pas à cause du deal d'Amazon Prime pour la France spécifiquement. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression quand même que même en France, à moins que tu aies un Sinner ou un Alcaraz ou un Djoko, pour le reste, perso, là, bon, peut-être un Félix qui parle français, là, qui est quand même apprécié en France, j'ai l'impression, puis qui habite à Monaco, justement, mais j'ai l'impression, pour vrai, que t'as intérêt à mettre des matchs de femmes. Bon, à moins que les filles ne veulent pas jouer là, le soir, ça se peut qu'il y en a qui demandent à jouer de jour. Mais si tu as la chance d'avoir une Sabalenka ou une Rybakina ou une Coco ou une Jessica Pegula, j'ai l'impression que ça tire plus qu'un Zverev, un Dominant ou un Bublik là, dans le top 10. Là. Mais les chiffres le démontrent aussi. C'était quoi la finale du US Open qu'il y avait eu plus de codes d'écoute pour les femmes que pour les hommes. Ça arrive aussi là, que les matchs sont... Puis la finale en Australie, Rybakina, Sabalenka, je pense avait fait plus que celle de Djokovic de l'autre côté. Il y a certains contextes à rappeler. Là, par contre, dans cette finale-là, si je ne me trompe pas, Djokovic contre Medvedev. Djokovic allait pour le Calendar Slam, mais l'affaire, c'est qu'il était en compétition, je pense, contre le football, la NFL. Je pense aux États-Unis. Alors, il y avait peut-être cette nuance-là, parce que les filles avaient joué la veille, le samedi, et lui jouait le dimanche, j'ai l'impression. Fait que... Moi, j'ai l'impression, Alex, qu'il faudrait, pour que la programmation mette un match féminin en soirée, une joueuse française contre un gros nom. Contre une Coco Gauff ou contre une Sabalenka. Il faudrait ce genre de match-up-là. Le dernier match en night session, il y avait une Française. C'était Alizé Cornet. Je pense qu'elle avait perdu 6-0, 6-1. Donc, ça n'a pas aidé pour la suite. Je pense qu'ils ont dit plus jamais. Ils l'ont pas fait. C'est ça n'a pas aidé la cause, là, mais je suis d'accord avec vous. Je pense j'espère en voir un au moins durant la quinzaine. Au moins un. Mais en même temps, il y a ça qui est circonstanciel aussi. C'est-à-dire que du côté de la France, bon, le tennis français, du côté des femmes, est un peu moins sexy pour utiliser cette expression-là, au sens où il n'y a pas de joueuses là, dans le top 10. En ce moment, c'est vrai. Et qui pourrait justifier d'aller mettre un gros match-up avec une Française. Je vais regarder, mettons, les joueuses françaises. La mieux classée, c'est Loïs Boisson à 43e mondial. Elle n'a pas une grosse saison, là, donc on ne sait pas. Et puis, c'est ça. Alors, tu es un peu en déficit de vedette du côté féminin, sans dire que ça ne va pas réarriver. Mais l'année passée, quand elle a fait sa demi-finale, ça aurait été une très belle opportunité, justement, de la mettre. Et on ne voit pas vraiment d'amélioration de ce côté-là. Donc, D'accord avec toi.
je pense que ça va prendre du temps avant que ça arrive, malheureusement, mais on garde toujours un œil là-dessus parce que c'est décevant de voir ensuite les chiffres qui montrent que les night sessions sont presque toujours totalement les matchs hommes. Enfin, Puis je rappelle, on a vu beaucoup d'estrades vides dans certains matchs de Night Session hommes. On sait que c'est une deuxième séance qui est vendue pour le Central Châtrier. Au niveau des loges, hospitalité, c'est très payant aussi, mais dans les billets du grand public, vous allez voir souvent des estrades vides ou qui sont en partie vides durant les matchs en soirée à Roland-Garros. Mais tu parles justement des spectateurs puis des gens qui vont sur le site. Il y a eu un record dans la première semaine. Il y a eu 138 000 spectateurs à Roland-Garros qui sont venus sur le site regarder les matchs. Et moi, ça m'a choqué parce que je venais juste de voir le chiffre record de la F1 à Montréal, qu'on a justement atteint 360 000 spectateurs pour le week-end. Ouais. Moi, je trouvais que, bon, ça se passait bien et tout ça, mais c'est un chiffre quand même vraiment frappant quand tu vois la différence, que c'est un gros événement ici, puis que pendant toute la semaine 1 de Roland-Garros, ils ont eu un record seulement à 138 000. Mais c'est les qualifs. C'est pas le gros tableau encore, mais quand même. Mais c'est positif. C'est bon de voir qu'il y a plus de gens qui viennent justement voir les qualifications, puis qui s'intéressent à ces joueurs-là qui sont de très haut niveau. Là. Puis, dans les qualifications, on avait quand même plusieurs Canadiens aussi. Dont Alexis Galarneau. À le nommer. Alexis qui s'est rendu au dernier tour des qualifications. Très beau tournoi de qualif. 3 matchs de 3 manches. Donc, j'étais vraiment déçu de voir qu'ils perdent au dernier tour. Puis j'espérais peut-être qu'ils soient lucky loser. Oui, moi aussi. Ça n'a pas été le cas. Non, c'est ça. On pensait la même chose. Mais quand même, il a fait 60 000 €, donc près de 100 000 canadiens. Donc, tant mieux pour lui. C'est une bourse intéressante là, pour son année jusqu'à maintenant. Puis chez les femmes, on avait quand même Kayla Cross, Cadence Brace, Carol Zhao, Catherine Sebov, qui ont toutes été éliminées au premier tour. Bianca, qui a gagné son premier tour, qui a perdu au deuxième tour. Mais au moins, on a de la relève là, au côté féminin aussi. Puis Draxel, qui a joué dans les qualifs aussi, qui a perdu contre Jesper de Jong, je ne sais jamais comment prononcer son nom, qui a joué ensuite contre Wawrinka en tant que lucky loser, qui a battu Wawrinka au premier tour. Donc, on a quand même quelques joueurs qui ont joué dans les qualifications. Ça vaut la peine de les nommer. C'est probablement un des plus gros contingents canadiens de l'histoire. Si on prend le tableau principal et les qualifs, là, j'ai pas vérifié avant l'enregistrement, mais je pense que c'est le plus gros chiffre de joueurs. C'est une bonne question. On vérifiera peut-être pour la prochaine semaine. Parlant de tennis canadien, je veux faire 2 derniers dossiers de tennis canadien avant qu'on passe à notre invité qui va être Nicolas Richard, qui va venir nous rejoindre un peu plus tard. Il y a ce match-là qui a fait beaucoup jaser entre Victoria Mboko et Leila Fernandez, et pas parce que c'est pas le côté tennis qui a fait jaser, et c'est cette conversation-là entre Jorge, son père, et Leila. Jorge était agi à titre d'entraîneur avec Leila, et ça fait beaucoup jaser parce que, bon, on a vu un Jorge être assez direct avec sa fille en essayant de la motiver, et une Leila qui semblait plus ou moins réceptive. Peut-être que vous avez vu la séquence, vous en avez pensé quoi de cette séquence-là? Est-ce que c'est simplement un père qui connaît bien sa fille et qui sait comment la motiver, et ça peut nous paraître un peu brusque, ou est-ce que c'est une façon de faire qui peut être remise en question? Ben, moi, connaissant Leila et son père et son entourage depuis qu'ils sont très jeunes, ça a toujours été la formule gagnante pour eux. Moi, j'étais au Centre national. Elle s'entraînait en privé avec son père et son entraîneur sur le terrain d'à côté. Puis, à un moment donné, on s'est entendus pour frapper ensemble pour un entraînement. Puis, je voyais la manière de coacher de son père, de lui parler, de lui mettre un petit peu de la pression pour qu'elle monte son niveau. Je pense qu'elle est habituée à ça, Leila. Est-ce que ça veut dire que c'est correct, entre guillemets, ou que c'est la bonne manière de fonctionner? Peut-être pas. Elle semble, depuis qu'elle est tout jeune, bien le prendre. Et bon, ben, ça a fonctionné, entre guillemets, rendu où est-ce qu'elle est. Moi, personnellement, je trouve ça un peu dégradant parfois, la manière qu'il lui parle, les mots qu'il emprunte, ou juste lui dire, ben toi, ça fait 4 ans que tu n'as pas fait tel résultat, elle, oui, c'est comme un peu la rabaisser par rapport aux autres. C'est sûr que ça peut choquer. Connaissant Rohé, moi, je trouvais que ça aurait pu être bien pire, ce qu'on entend. Je pense que oui, d'après ce que j'ai entendu aussi. Ça aurait pu être bien pire, puis peut-être que lui, dans mon père était très intense et très strict avec moi aussi, puis moi, je le prenais dans ma tête de la manière que
ben il fait ça parce qu'il m'aime, puis il connaît mon potentiel, puis il veut me pousser, puis il croit en moi. Donc moi, je le prenais toujours positivement, puis les autres me disaient « Wow, ton père, tu sais, c'est intense. » Puis ben moi, je connais mon père, je connais sa personnalité, je connais son fond, puis je le prenais de la bonne manière. Donc c'est peut-être la même chose pour Layla. Mais c'est sûr que quand on entend cette discussion-là, mais en fait, c'est un monologue parce qu'elle parle pas. Puis elle a l'air quand même assez... sa posture. Oui, c'est ça. Moi, c'est sa posture qui me choquait un peu. Elle avait l'air un peu à prendre le coup, là. Puis effectivement, il disait... interpréter ça, parce qu'il est peut-être juste dans sa bulle. Il y a 1 million de choses qu'il peut faire. Oui, puis il faut être prudent. Puis il faut être prudent, comme disait Charlotte, sur qu'est-ce qui motive le joueur. Je pense qu'ils ont une dynamique qui est bien installée depuis des années. C'est Jorge qui contrôle tout ce qui se passe autour d'elle depuis très longtemps, depuis son très jeune âge. Il l'a amenée quand même jusqu'où elle est rendue aujourd'hui. Moi, je crois que le fait d'ouvrir l'équipe, ça serait une bonne chose là où elle est rendue. On sent que là, bon, elle est 25e, 24 au monde. Est-ce qu'elle peut remonter plus haut? Est-ce qu'il manque une certaine connaissance au niveau du jeu qui pourrait l'amener plus loin? Mais effectivement, je pense que l'extrait qu'on a vu a choqué beaucoup de gens. C'est pas surprenant tant que ça de la façon qu'il lui a parlé, mais effectivement, de l'extérieur, on écoute ça et on se dit « Ouais, c'est un peu dégradant, c'est un petit peu too much. Est-ce qu'il a besoin de dire ça? » Puis sa posture, tu l'as dit, Charlotte, c'est comme si elle prenait des coups à chaque fois. Puis c'est ça qui m'a attristé un peu. Elle encaissait. Mais bon, c'est comme ça, je pense, depuis très longtemps. On l'a vu entraîner, Alex, tu te souviens, sur le central. Elle était avec Bianca, avec sa sœur. Ça s'est passé un peu abruptement. Bianca s'est mise à pleurer sur le terrain. C'est ça fonctionne peut-être pour certaines personnes, certains types de personnalités. Peut-être que ça fonctionne moins bien avec sa sœur Bianca, par exemple. C'est certain que c'est choquant. Puis, tu sais, moi, je me rappelle, je répondais à mon père, puis on avait comme une conversation. Il y avait un dialogue, j'étais capable il y avait un de me échange. tenir debout, mais là, le fait qu'on la voit un peu comme victime de cet échange-là, c'était peut-être troublant de ce côté-là. Évidemment, quand que c'est un parent, ton père ou ta mère, des fois, on se permet de dire des choses que peut-être, si c'était un entraîneur, un ami, quelqu'un de l'extérieur, on se permettrait peut-être moins ou cette personne-là ne te dirait pas ça de cette manière-là. Même moi, des fois, je réponds à un parent plus rough que si je répondais à quelqu'un d'autre. Donc, il y a des tensions. Moi, certainement que je trouvais que c'était peut-être pas la manière de la remonter puis de lui donner confiance. À ce moment-là, donc ça, c'est le point clé selon moi, c'est d'essayer de lui redonner de l'énergie et de lui donner confiance dans un moment où est-ce que ça va peut-être moins bien. Oui, tu peux essayer de la réveiller, la brasser, mais je suis pas certaine qu'à la longue, peut-être que ça devient peut-être lourd et négatif pour elle. Donc, c'est sûr que ça a fait le tour, ça a été viral. Puis, je ne sais pas à quel point ça l'affecte, Layla. On ne le sait pas. Dans sa vie personnelle et ses émotions, de voir que c'est... On peut pas le dire. On sait qu'elle a été habituée à ça. Il y a une vraie emprise, Jorge, sur l'équipe de Layla. C'est lui qui est le chef d'orchestre de tout ça, encore une fois, avec beaucoup de succès. On peut pas lui enlever ça. Mais je pense que la question se pose aussi en ce moment. Elle vient de perdre au premier tour à Roland-Garros. Elle perd 6-4 au premier tour. Elle est 25e ou à peu près. Elle perd en ronde de 128. C'est pas normal quand même. Donc, est-ce qu'il y a une convergence de situations qui vont faire en sorte qu'il y a des questions qui vont se poser dans les prochaines semaines, à voir. Mais il y a beaucoup de joueurs et joueuses aussi qui ont été formés par leur père. Charlotte, tu le sais très bien, t'en fais partie, qui ont peut-être pas fait toute leur carrière avec leurs parents. Je pense au Sharapova, Agassi, Graf et autres. Là, il y a un moment où il y a eu une coupure. Tsitsipas récemment, il y a une coupure, puis ils se disent, OK, il me faut autre chose. Puis, je suis curieux de voir ce qui va se passer pour la suite. Enfin, je voulais quand même qu'on en parle. J'étais curieux. Je voulais pas qu'on évite le sujet non plus. En même temps, Jorge, c'est une personne qui est venue sur le show à plusieurs reprises et qui est particulièrement bon. Toujours intéressant. Je pense qu'il y a des très bonnes intentions, évidemment, avec sa fille. Des fois, c'est des manières de faire qui nous paraissent peut-être un peu choquantes. Puis peut-être que c'est leur façon gagnante. C'est propre à eux. Mais ça se peut très bien. Tu sais, Charlotte, il n'y a pas une personne qui réagit de la même façon. Je sais que moi, je réagirais tellement mal à ce genre de façon-là. J'ai pas besoin de me faire pousser dans le dos. Je suis un gars qui se pousse tout seul. Puis quand je me fais pousser dans le dos, j'ai l'impression que je suis over-poussé. Fait que je suis pas quelqu'un qui a besoin de se faire pousser. Fait que moi, ça fonctionnerait pas pour moi. Mais peut-être que Layla, elle, c'est un trigger pour elle. Puis après ça fonctionne. Puis visiblement, ça l'a fonctionné dans les années passées. Parce que ça doit pas être la première fois qu'on a une situation comme ça. Mais ouais, tu voulais ajouter quelque chose, eux?
Non, je suis absolument d'accord. C'est pour ça que je dis qu'il faut être prudent Exact, c'est là où je veux en venir. sur qu'est-ce qui la motive. Puis, Orgueil, avec le temps, il sait sur quel bouton appuyer. Exact. Donc, encore une fois, on peut être choqué, probablement mais mieux ils savent. que Exact. personne. C'est seulement Léla qui pourrait nous dire un jour si ça fonctionnait pour elle tout le temps. Donc, Elle doit lui dire des fois, ça Certain. fonctionne pas, ça, Oui, voilà. ça, c'était trop. Ouais, puis il Espérons. y a un timing aussi. Peut-être qu'elle est consciente aussi qu'il y a des micros puis tout ça, puis elle ose pas, tu sais, elle-même fire back. Mais quand elle est arrivée dans le vestiaire, ça se peut très bien qu'elle ait mis son pied en terre, de là, ça marchait pas. Là. Puis C'est un bon point que tu connaissant soulèves, quand même Alex. Léla- Hein? C'est un très bon point parce que tous les box maintenant sont micés. Donc, beaucoup de matchs n'ont plus de commentaires, analystes et play-by-play. Et t'entends la relation ou les discussions entre le joueur ou la joueuse et leur entraîneur. Et ça, c'est vraiment intéressant. Fait que peut-être que Orgueil, il le sait aussi. Il doit être conscient que les box des joueurs sont micés maintenant puis que c'est du son qui va être capté régulièrement. Ouais, en même temps, bon, moi, je t'avoue, je comprends les médias, là. Moi, c'est le genre d'affaires, pour être bien honnête, là, et puis je travaille en contenu, puis c'est ça mon travail, là, puis je sais que c'est du bon contenu, mais rarement j'essaie de faire sortir quelque chose. En fait, jamais je sors quelque chose qui ferait possiblement mal paraître quelqu'un. Ouais. Fait que ça c'est un autre débat. Mais quand même, je voulais qu'on en parle. Effectivement, il sait probablement les boutons auxquels peser. Puis c'est une personne qu'on aime bien, qui est venue sur le show à plusieurs reprises. Toujours généreux avec nous, Orgueil. Voilà. De l'avoir, À honnêtement. suivre. Ouais. Autre dossier, avant qu'on passe à notre dernier dossier du sujet, et celui-là, je suis quand même content, parce que peut-être qu'on ira faire un tour à Québec du côté du centre Vidéotron, parce que la Coupe Davis sera là. Félix va jouer à la maison, vraisemblablement, il y sera. On aura une équipe complète, ça va être bien intéressant, cette Coupe Davis-là. Moi, je vais me trouver du temps, là, c'est au début de ma saison. Je me demande si on va pas faire une émission spéciale là-bas, C'est à certain. Québec. Je le dis Ça tout me de ferait suite. bien plaisir là-bas. Et puis, j'amènerai dans mes petits restos préférés à Québec parce que c'est vraiment... Même si je fais le tour du Canada, je peux vous dire, Québec est de loin une de mes villes préférées au Canada. Elle est maintenant rendue deuxième derrière Kelowna. Mais je suis bien content de ça. Vous pensez quoi de ça? J'espère qu'il va y avoir du monde parce que le centre Vidéotron plein, c'est le fun en tabarnouche. Fait que, puis à Québec, historiquement, ça a toujours été un petit peu compliqué. Mais là, avec Félix, peut-être des Monfils, tu sais, on va avoir un match-up de feu là-bas. Là. Un MPG Péricard, peut-être. Tu sais, je sais pas, vous pensez quoi? Êtes-vous excité par ça? Là? Vous sentez dans ma voix? Moi, je le suis. Là. Oui. Vas-y, Charlotte. Ouais, ben on a reçu Valérie Tétrault il y a quelques semaines, justement, pour notre premier épisode ici sur la ligne, puis elle nous parlait justement du choix qui était à faire entre Montréal ou Québec, puis le fait que Félix, qui est un de nos joueurs vedettes, est très bon à l'intérieur, sur le dur, ça jouait dans la balance aussi. Ouais. C'est aussi sa ville natale, il a grandi là-bas, en fait, il a joué les premières années de ses jeunes années juniors là-bas avec son père qui l'entraînait. Moi, j'ai joué ma première Fed Cup. En fait, je l'ai pas joué, mais j'étais sur l'équipe là-bas à Québec. Puis, il y a quand même une base de fans. Je pense que les gens aiment le tennis, surtout si c'est, encore une fois, la Coupe Davis qui va amener quand même beaucoup d'intérêt. J'ai joué le tournoi WTA aussi qui était là. Je m'étais qualifiée pour mon premier tournoi WTA. Puis, j'ai toujours aimé l'ambiance là-bas. Ouais. Donc, je pense que c'est un bon choix. C'est bien. C'est jamais arrivé. Donc, on tente le coup. Puis, il va y avoir des bons matchs vu que, comme on a dit, ça va être une équipe complète. Ça va être une belle expérience pour Félix de retourner à la maison si on veut. Puis, je crois en nos chances aussi, justement, sur ce type de conditions-là. Ouais. Puis, ça va être excitant de voir qui va jouer pour la France. Est-ce que ça va être Gaël Monfils qui va faire peut-être ses adieux ou peut-être d'autres? Ils ont plein de bons joueurs. Donc, Gauimbert, Impechi Péricard. Mais tu sais, je pense que les conditions gagnantes sont réunies pour un succès. Moi, je pense qu'ils vont remplir. Il y a beaucoup de gens de Montréal qui vont descendre pour voir ce match-là. Il y a un historique de tennis au Québec, on en a parlé. L'Académie Aliassime est là-bas. Je crois que Richard Legendre et Eugène Lapierre viennent les deux de là-bas, ou Richard Legendre au moins en tout cas. Là. Donc, il y a un historique au niveau du tennis à Québec. C'est un gros événement international. C'est un match-up intéressant, France-Canada, évidemment. C'est des joueurs qui sont connus. Il y a beaucoup de Français aussi qui vont vouloir faire le voyage de Montréal pour y aller. C'est pour ceux qui sont sur le plateau ou à Québec. Moi, je pense qu'ils vont remplir. Je pense que c'est bien aussi pour les conditions. Ça va être à la mi-septembre après le US Open. Ça aurait été cool de faire l'événement sur le central à Montréal, mais s'il n'y avait plus, ça aurait été compliqué. Puis tu l'as dit, Charlotte, Félix gagne à l'intérieur. C'est lui qui va être le leader
leader de l'équipe. J'ai fait une petite promo d'ailleurs sur les réseaux sociaux, vous l'avez peut-être vu. Donc, je m'attends à vraiment un bel événement et je pense que ça va être sold out, cette compétition. OK, attends une minute là. Si c'est sold out, il va falloir que je fasse des recherches. Et ça voudrait dire que d'après moi, ce serait. Parce que c'est presque 20 000 personnes. Là, c'est 15, 16, je ne sais plus, là, 18 000 peut-être le centre Vidéotron. Ça voudrait dire probablement que ce serait un record pour une assistance pour un seul match au Canada, probablement. Même, au Québec, assurément, parce que le Central à Alumnium, c'est quoi? C'est 10 000? Ouais. C'est même pas proche. Puis les Coupes Davis à Montréal, à l'intérieur, c'était, je sais pas c'est combien. C'est 4-5 000. Là, exact. C'est jamais plus que... À Vancouver, non, c'est un gros amphithéâtre. C'est un gros amphithéâtre, mais... c'est une belle opportunité pour, justement, amener la Coupe Davis ici au Québec, puis d'en faire un événement grandiose comme ça. Puis je suis sûr qu'on va répondre à l'appel. Comme tu dis, il y en a de Montréal qui vont vouloir descendre. Puis il y a l'équipe Rouge et Or aussi de tennis qui sont très bons, tant chez les filles que chez les gars. Il y a quand même un bassin de joueurs de tennis là-bas, plusieurs académies. Donc, je suis pas trop inquiète qu'on va avoir des gens qui vont y aller, puis on va avoir un beau spectacle. Hugues, sais-tu qui s'occupe des communications au niveau du sport du Rouge et Or? Tu le connais? Non. Dis-moi. Le talentueux Frédéric Bérère. Dont tu as été le patron à TVA, un des meilleurs têtes de télé. Très bon réalisateur à TVA Sport. Producteur, réalisateur, c'est vraiment producteur-réalisateur, une tête de télé, Frédéric Bérard. Oui, et il travaille avec le Rouge et Or depuis longtemps. D'ailleurs, à chaque fois que je finis par y parler, il dit là, quand est-ce que tu nous invites ou pour parler des installations puis des joueurs et des joueurs sur le circuit. Ben oui, absolument, on va le faire. On va le faire, honnêtement. C'est vraiment... Je pense que c'est plus un manque de temps de la part de toi et moi d'organiser des invitations puis un show. Mais d'ici quelques semaines, ma vie professionnelle va être un peu plus sensée. Là, alors, ça va me faire un grand plaisir. Pour le prochain bloc de l'émission, je suis particulièrement content parce que on accueille un des membres originaux, un des deux membres originaux de Sur la ligne, Nicolas Richard. Parce que vous, si vous le saviez pas, ben Nico et moi, on a lancé ce show-là déjà il y a un bon petit bail. Et, Nico était avec nous pendant très longtemps. Et puis, ben ça me fait bien plaisir. Alors, Hugues et Charlotte, ça se peut que dans le prochain 5-6 minutes, vous vous sentiez de trop parce que c'est des retrouvailles pour moi. Puis Nico, comment vas-tu? Comment te portes-tu, mon cher ami? Ça va très, très bien. Rappelle-toi, Alex, je faisais ça de l'extérieur de mon... dans avec le vent de Saint-Jérôme. Oui, à Saint-Jérôme. Tout à fait. Mais toi, t'habites dans le Grand Saint-Jérôme, par contre. Hein? T'es pas dans la partie. Je suis dans ce qu'on appelle le Monaco du Nord. Il y a un aéroport, il y a tout ce qu'il faut. L'aéroport il y a des villas, des milliardaires, des Porsche à chaque coin de rue. C'est identique. Si les joueurs de tennis savaient que ça existait, ce serait beaucoup plus ici que le Monaco européen, ça je vous le garantis. Ah, puis pour vrai, c'est le seul Monaco du Nord que tu peux aller en gogoune au Costco. Ouais, puis même au Tic Géant. Bon, regarde, tu vois. Écoute, Nico, je suis vraiment content là, de t'avoir avec nous. Peut-être qu'éventuellement, on te réinvitera pour parler peut-être, je sais pas, de comment on a lancé ce show-là, parce que tu as eu affaire là-dedans. Là. C'est un peu toi qui a placé les premières pierres, puis moi, après ça, qui a décidé, avec mes contacts, de lancer un show. On en reparlera peut-être éventuellement, mais ça me fait vraiment plaisir de t'avoir. Je te regarde aussi dans ton podcast de foot. T'es définitivement moins bon, mais je suis quand même très content de t'avoir ici avec nous. On t'a invité parce que tu as fait un dossier sur le tennis italien, puis en ce moment, je pense qu'on apprend personne que le tennis italien est non seulement en grande éclosion, mais en totale domination, là, si on veut, du tennis. Tu as fait un dossier là-dessus. Peut-être tu peux nous en parler de ce dossier-là dans la presse? Ouais, ben c'est surtout... ça a pris naissance dans la réflexion que j'ai eue, puis Hugues pourra en parler aussi de... Jadis, le modèle canadien s'inspirait beaucoup du modèle français. Louis Borfiga, qui est venu ici, on sait ce qu'il a fait avec Gaël Monfils, avec Joe-Wilfried Tsonga, le centre national là-bas. A amené le modèle ici, on l'a suivi, ça a bien fonctionné, on le sait, Miloš, Eugénie, Félix, Bianca, bon. Et là, dorénavant, le modèle, lorsqu'on parle aux experts, c'est le modèle italien. Donc, j'ai voulu savoir pourquoi ça fonctionnait, quels sont les paramètres, quels sont les périmètres, quelle est la bonne recette pour, finalement, construire
une fondation solide pour ultimement avoir un numéro 1 mondial qui est Yannick Sinner aujourd'hui. Oui, et puis Nico, ils ont 4 joueurs dans le top 20 quand même en ce moment. Là. C'est impressionnant. Ils dépassent les États-Unis. C'est vraiment une réussite incroyable, là, la profondeur qu'ils ont, et tant du côté féminin que du côté masculin aussi. Donc, vraiment un gros succès. Nico, est-ce que tu sais s'ils ont fait comme Borfiga, c'est-à-dire se concentrer sur très peu de joueurs au Centre national? C'est vraiment le choix qui avait été fait ici. On dit on va arrêter de faire un recrutement très, très large, très, très jeune. On va dire non, on se concentre sur 12, 15, 16 athlètes. On met tout le budget sur ça. Et c'est la réussite de ces 12 joueurs-là ou de quelqu'un dans ce groupe-là qui va faire le marketing, qui va influencer toute la population à s'intéresser au tennis. Est-ce qu'ils ont un peu eu la même approche? Au début, ça a été ça. De viser peut-être plus l'élite que d'avoir une profondeur comme c'est le cas présentement. Mais de ce que je comprends dans les conversations que j'ai eues, c'est que rapidement, ils ont compris que de cibler la masse, plutôt qu'un groupe élite, allait ultimement rapporter davantage. Puis c'est ce qu'on voit présentement. Beaucoup de profondeur, beaucoup de joueurs et de joueuses dans le top 100, top 200. Évidemment, là, bon, il y a Sinner, il y a Paolini aussi, mais en termes de profondeur, c'est pour ça qu'ils ont été tellement bons dans les Coupes Davis, dans les compétitions comme ça, parce qu'ils ont beaucoup de profondeur. Puis tu sais, on cible beaucoup ici le Centre national parce que c'est la méthode employée. Mais là-bas, ce qu'ils ont décidé de faire il y a une dizaine, quinzaine d'années, c'est de décentraliser le tennis italien. C'est-à-dire qu'on a abandonné le Centre national pour se concentrer sur des régions éloignées. Toujours, évidemment, avec une structure qui est la même pour la fédération de tennis. Mais quand même, ils ont misé sur peut-être la quantité plutôt que la qualité. Puis, ultimement, ça donne beaucoup de qualité, tu sais. Mais c'est intéressant, puis je suis curieux d'entendre Charlotte, parce que toi, Charlotte, tu as fait partie de cette génération-là qui a fait partie du Centre national et qui a fait ses preuves. Je veux dire, dès qu'on a commencé le Centre national, on a vu les Milas exploser, les Eugénie exploser. Toi, Bianca, tous ces gens-là ont fait partie pour l'essentiel de ce Centre national-là, et c'est une recette qui, visiblement, a fonctionné pour atteindre les plus hauts rangs au monde puis développer des juniors de qualité. T'en penses quoi, toi, de cette formule qui va presque à l'inverse pour cibler une masse et non une élite? Je trouve ça intéressant. Je pense qu'au Canada, ça a fonctionné ici, le Centre national, parce qu'on n'avait pas vraiment de structure en place et juste de base d'avoir un centre où est-ce qu'il y a des entraîneurs physiques, des entraîneurs de tennis, qu'il y a vraiment un système en place pour que les joueurs peuvent se développer et jouer des tournois à l'extérieur. C'était plus ou moins construit de la sorte. Donc, juste le fait que Louis Borfiga vienne et commence justement à amener tous ces joueurs-là au même endroit et de les faire compétitionner à l'international, ça l'a amené ce gros boom-là du côté canadien. Ça a fonctionné parce qu'on a beaucoup de talents qui ont été capables de se mettre ensemble puis de continuer d'avancer. Maintenant, je pense que c'est vraiment une bonne solution aussi d'aller peut-être chercher plus en masse parce qu'on pourrait faire ça ici au Canada. Il y en a beaucoup qui sont pas nécessairement au Centre national, qui jouent très bien aussi. Et là, je me demandais, je sais pas, Nico, si tu penses que ça va influencer peut-être d'autres pays ou d'autres fédérations à peut-être en aller plus dans cette direction-là que de cibler... parce que moi, je l'ai vu dans mon expérience, des fois, tu peux cibler tel joueur, puis finalement, tel joueur arrête ou n'a pas le succès souhaité ou anticipé. Et puis là, finalement, tu te ramasses à avoir mis beaucoup de ressources, de temps dans un joueur ou une joueuse qui n'a pas porté fruit. Et peut-être qu'on aurait pu mettre ça dans un plus gros volume pour aller justement mettre nos œufs dans plusieurs paniers. C'est la grosse question. Où tu mets le budget, en fait, là? C'est parce qu'ultimement, il y a des paramètres qu'ils ont là-bas qu'on n'a pas ici. Puis Hugues peut en parler avec Tennis Montréal. La grande force de l'Italie, c'est le réseau de tournois. Ouais. Il y a des tournois chaque semaine, du U7 jusqu'au junior, jusqu'à l'ITF. Puis le grand avantage de l'Italie, c'est qu'il fait beau 12 mois par année et qu'ils sont en plein cœur de l'Europe. C'est-à-dire qu'un joueur ou une joueuse, qui soit au secondaire ou à l'université ou qui aspire au rang professionnel, peut aller en train en Suisse, en Autriche ou en France en dedans d'une heure, puis dans un autre pays pour disputer un tournoi. Au Canada, c'est moins ça, parce que le climat, parce que le réseau est pas moins bien défini, mais moins prospère, puis le climat fait en sorte qu'on ne peut pas jouer dehors 12 mois par année comme c'est le cas là-bas. Donc oui, le modèle italien devient un idéal, mais il y a des contraintes ici auxquelles on n'a juste pas accès. Oui, c'est pour ça que je disais avec le Centre national, le fait qu'on soit capable d'aller jouer plus à l'extérieur, ça nous a beaucoup aidé. Parce qu'avant, ici, il n'y a pas beaucoup de tournois à part les championnats provinciaux, les championnats canadiens et tout ça, mais d'être capable de jouer plus souvent comme ils font, comme tu dis, en Europe, même aux États-Unis, où est-ce qu'il y a des tournois, il y a beaucoup de joueurs qui jouent à chaque semaine, qui
peuvent aller justement dans d'autres pays très proches ou voyager facilement. C'est pas vraiment notre cas ici, donc je pense qu'on manque un petit peu de ça. Exact. Comparé à peut-être d'autres joueurs ou joueuses qui jouent contre plein de joueurs différents toutes les semaines, semaine après semaine. Donc c'est sûr que, comme tu dis, on n'a peut-être pas les mêmes capacités de faire ça, mais ça porte fruit définitivement. C'est vraiment là, c'est un peu drôle que tu en parles, Nico. On parlait avec Guillaume Marx il y a une semaine, justement, avec notre directeur technique, Sébastien Prieur. On va lancer un pôle pour les U11. Il y avait un manque de tournois pour les U10, U9, U7, U8 parce que plusieurs clubs, ben, c'est moins intéressant, c'est moins payant de faire des tournois pour ces groupes-là. Nous, à Tennis Montréal, c'est une OBNL, donc j'ai moins d'enjeux de rentabilité tant qu'on est break-even sur un événement. Mais faire des tournois balles rouges, balles oranges, balles vertes, des balles plus lentes, ben, tu formes à la compétition une nouvelle génération qui n'a pas vraiment accès avant d'avoir 10, 11 ans, en fait. Charlotte a commencé, je pense, à peu près à cet âge-là, tu nous le disais il y a quelques semaines. À voyager, à jouer des tournois à l'extérieur, oui, ouais, exact. Donc, je pense que c'est important que les plus jeunes aient accès à plus de tournois. Donc, il faut que d'autres organismes s'en mêlent, justement, parce que pour Tennis Canada, c'était pas possible, en fait. Moi, j'aime Nico, puis je sais pas ce que tu en penses, mais comment Charlotte l'a formulé, c'est-à-dire que, bon, à un certain moment dans l'histoire du tennis, on avait besoin de peut-être former une certaine élite, puis d'avoir des joueurs qui allaient remporter des grands titres, parce que quand on regarde l'histoire de l'Italie au tennis, puis l'histoire du Canada au tennis, elle est absolument pas la même. Tu sais, t'as des joueurs qui avaient déjà remporté des grands chelems dans le passé, t'en as qui en ont remporté il y a pas si longtemps. Je pense particulièrement du côté des femmes, à Francesco Schiavone ou à Flavia Pennetta, par exemple, qui ont peut-être, pavé la voie. Tu sais, Pennetta, c'est il y a quand même déjà il y a 10 ans ou presque, là, en 2015. Alors, Sinner n'était pas si vieux que ça. Alors, peut-être que cette nation-là, en guillemets, elle était plus mature et plus prête à ouvrir à un plus grand joueur, à un plus grand bassin de joueurs, et peut-être que le Canada, on arrive là, après cette génération-là, celle des Félix, celle des Bianca, etc. Oui, parce qu'on suit un peu l'ordre. Ce que je vous disais tantôt, c'est que l'Italie, au début, ciblait l'élite. Au Canada, on a fait ça. Puis tu sais, le bilan est positif dans la mesure où Miloš, finale Grand Chelem, Eugénie, finale Grand Chelem, Bianca, un titre Grand Chelem, Leila, finale Grand Chelem, Félix, quart de finale. Billie Jean King Cup. Complètement. Davis. Davis. Le bilan pour cette portion-là, qui date il y a peut-être 10-15 ans, fonctionne. Le bilan, il est positif. Maintenant, on sent qu'il y a un ralentissement. Bon, là, on aime beaucoup, qui va très, très bien, qui est dans la fin, à 19 ans, Victoria Mboko. Ouais. Mais pour la suite, qu'est-ce qu'on a? Puis je pense que Tennis Canada est rendu là, un peu à la croisée des chemins, de se dire, est-ce qu'on continue à viser l'élite? On y va dans la masse, en lançant des dards plus vers 9, 10, 11 ans, comme Hugues le disait, de commencer très tôt à cibler le talent très tôt, mais quand même de rester dans la généralité, dans la masse, dans le plus grand nombre possible. Là, on est là. L'Italie l'a fait il y a 10 ans, ça fonctionne. Est-ce que ça pourra fonctionner pour le Canada? On le saura juste dans 10 ans, tu sais. Une chose qui est intéressante dans le cas du Canada particulièrement, c'est que Tennis Canada va avoir un peu moins de pression pour développer des joueurs dans les prochaines années à cause de ce qui se passe dans la NCAA. Tous les espoirs ne sont plus sur les épaules, le financement de Tennis Canada. Fait que tu vas avoir des joueurs qui vont arriver à 17, 18, 19 ans, qui vont être des joueurs talentueux, qui vont peut-être être, qui n'auront pas nécessairement besoin du financement de Tennis Canada, rendus à 18, 19 ans, qui vont pouvoir aller jouer college aux États-Unis, parce que c'est un peu devenu, en termes de hockey, si on veut, le système de ligue américaine du tennis mondial, sans l'expliquer comme ça. Alors ça, il y a peut-être l'avantage géographique en termes du Canada pour avoir des joueurs qui vont recevoir des bourses pour aller, je sais pas ce que tu en penses, mais ça pourrait quand même aider le développement canadien. Le meilleur exemple, Alex, c'est Gabriel Diallo. Là. Il y a plusieurs jeunes qu'on a vu monter récemment. Je pense à Liam Draxel, je pense à Alexis Galarneau, Gabriel Diallo, qui est allé au Kentucky. Puis quand il est sorti de la NCAA, c'était pas évident qu'il allait faire une grande carrière. Puis là, il se retrouve top 40, mais ça a été le bon chemin pour éclore pour lui. Puis effectivement, il sort avec un diplôme. Donc, il sort avec une bourse d'études qui finance son université. Ça a vraiment beaucoup de valeur. Donc, ça aussi, c'est un chemin qui était peut-être moins évident il y a 10 ans. En fait, on ne le voyait pas il y a 10 ans. On le voyait pas, c'est ça. Nous, on se faisait dire, si tu décides d'aller à l'université américaine, ta carrière est terminée. Bon, ben voilà. Donc, ça a vraiment changé. Ouais. Maintenant, tu peux aller à l'université, puis revenir, puis faire très bien dans les plus gros tournois. Puis on le voit, il y a des joueurs qui sont allés NCAA, puis ils sont là, Emma Navarro et Daniel autres. Ben Shelton, qui fait partie des joueurs
tout à fait. Oui, il y a plein d'exemples. Puis je Ah pense ouais. que de cette manière-là, on va chercher aussi la masse parce que ceux qui n'ont pas été ciblés peut-être par Tennis Canada, qui n'étaient pas dans l'élite jeune, comme par exemple Diallo, qui était très, très bon, mais qui était peut-être pas aussi bon que Félix et Alexis et d'autres, a décidé de prendre la route de l'université américaine, puis finalement se ramasse à être top 100 et mieux encore. Donc, je pense que ça, on va aller chercher aussi peut-être on va rescaper des joueurs ou des joueuses qui ont pas été dans les programmes haute performance de Tennis Canada, mais il y a un risque quand même à aller justement juste cibler quelques personnes parce que si ça fonctionne pas, après, t'en as comme plein d'autres qui sont tombés à côté puis qui n'ont pas eu peut-être le support qu'ils avaient besoin. Donc, moi, je vois un gros plus, un gros avantage à faire un peu ce que l'Italie a fait, puis de cibler aussi d'autres catégories d'âge, d'autres régions, puis d'aller peut-être plus en masse. On est rendu là, je pense, parce qu'effectivement, les succès qu'on a depuis 10 ans, 15 ans ont inspiré beaucoup de gens. On le voit avec Mboko encore. Fait qu'on n'a plus besoin d'avoir cette grosse vedette qui va tirer un peu tout le reste. On a passé cette étape-là. On est une nation de tennis qui est plus mature aujourd'hui qu'on pouvait l'être il y a 10 ans, 15 ans. Puis vous vous rappellerez, en l'an 2000, quand on avait un joueur top 50, on était vraiment content. Puis avant, c'était pareil. Bien, maintenant, tout le monde pense qu'ils peuvent être top 10 ou être premier mondial. Fait qu'on est rendu là au niveau de notre maturité, au niveau du tennis au Canada. Donc, il y a plus de gens qui jouent aussi, oui, donc on a moins besoin de cet effet de persuasion-là. Exactement. Ah non, puis on parle de l'Italie, mais l'autre exemple flagrant de décentralisation, c'est les États-Unis. Tu sais, vous l'avez évoqué pour l'NCAA, mais la USTA, il y a 5 ans, a décidé de dire le Centre national, on n'a pas vraiment besoin. Ayons des coachs qualifiés à l'Est, à l'Ouest, au Sud et au Nord, puis on va avoir une bonne nation. Puis présentement, il n'y a aucune nation qui a autant de joueurs et de joueuses dans le top 100, top 200. Fritz, Korda, Shelton, il y en a des tonnes, même chez les filles, Pegula. Bon, on a vu, on les a nommés, puis on va les renommer, mais ça reste que le succès, présentement, la tendance dans le monde du tennis, c'est la décentralisation. L'Italie, ça fonctionne, les États-Unis, ça fonctionne. Il n'y a aucune raison pour qu'au Canada, ça ne fonctionne pas. Nico, une dernière question qui m'intrigue. Est-ce qu'ils les font jouer sur plusieurs surfaces? On sait qu'ici, évidemment, quand les terres battues sont arrivées au SADGA, ça faisait partie du plan maître de Louis Borfiga. On sait qu'il y a beaucoup de terres battues rouges en Europe, évidemment. Donc, est-ce que leur approche en termes de formation sur les surfaces est prise en charge aussi? C'est drôle que tu en parles parce que Paolo, puis bon, finalement, ça n'a pas fait la cote dans l'article parce qu'on est quand même limité, mais il a dit, on a l'impression que les joueurs italiens, comme les joueurs espagnols, sont bons seulement sur terre battue. Plus maintenant. Mais ils jouent autant sur dur. Bon, évidemment, le gazon, ça reste que ça a des propriétés plus particulières, donc c'est plus difficile. Mais il dit dans les tournois, on domine, chez les juniors notamment, ils disent on domine autant sur le dur que sur la terre battue. Là. Je pense que ça s'en va là de plus en plus. Il va y avoir moins de spécialistes de surface, mais on va essayer d'être polyvalent sur un peu partout, de développer tous nos coups pour justement pas juste bien jouer dans une saison en particulier, mais moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que c'est plus facile, par exemple, pour les États-Unis d'aller en masse puis de mettre ses pions dans plein de régions, disons-le comme ça, parce que, justement, il y a tellement de gens, il y a tellement de personnes qui jouent. C'est un grand pays. Et est-ce qu'il y en a qui pourraient dire, bien, au Canada, on est beaucoup moins, on serait beaucoup plus avantageux, ce serait plus avantageux de localiser certains joueurs et de se dire, bon, regarde, on met tout dans ceux-là parce que le reste, ben ça vaut plus ou moins la peine vu qu'on n'a pas une grosse quantité de prospects, là, disons-le comme ça. Intéressant. Nico, t'en penses quoi? Ben, c'est une bonne question. C'est sûr qu'aux États-Unis, si tu as 400 millions d'habitants, puis ici on en a 40, il y a 10 fois plus de chances là-bas d'avoir un bon joueur. Tu sais. Fait que mathématiquement, c'est un peu ça. Puis l'Italie, pour revenir à ce sujet-là, parce que en tout cas, c'est ce que j'ai creusé, il n'y a pas vraiment. Tu sais, le bassin, oui, il est plus gros, mais en termes de proportion, c'est pas effarant en termes de différence, mais ce que j'ai l'impression qui a fait le succès de l'Italie, c'est que c'est devenu un sport dans la culture populaire. Il me disait, les gens là-bas, c'est presque égal au soccer. Ouais, comme en France. Ils ne se qualifient même plus pour la Coupe du Monde au soccer. Ben, c'est ça, exact. Mais il disait que là-bas, c'est kiff-kiff en termes de participation, d'attrait, de temps d'antenne, d'influenceurs, de médias sociaux. Tu sais, au Canada, on sent que la culture tennis, bon, ça grandit chaque année. Là, on n'a pas besoin de répéter les chiffres pour ce qui est de l'assistance à l'Omnium, puis de tout l'engouement qu'il y a dans les parcs, etc., puis dans les inscriptions. Mais oui, il y a la population, mais à quel point le tennis tient à cœur les gens. Puis en Italie, c'est le sport pratiquement numéro 1, sinon 1,5.
Nico, merci tellement de t'être joint à nous. Ça me fait toujours vraiment énormément plaisir de t'avoir avec moi et avec nous même sur le show. Tu as été un des leviers qui a fait en sorte que ce show-là, il est rendu là où il est, honnêtement. Puis ça me fait toujours plaisir de jaser avec toi. Puis t'es un sur la ligne à vie, mon chum. Puis on est moi, Hugues et Charlotte, on est bien fiers aussi de voir comment ta carrière se développe. Puis tu reviens quand tu veux, puis le cachet reste le même. On se refait ça bientôt. Finalement, Alex, il connaît ça le tennis, Nico, donc on va le réinviter. C'est pas si pire que ça, finalement. Tu sais, on n'était pas sûr, là, mais. Parce qu'au début, on cherchait quelqu'un juste pour rappeler quelqu'un en nom, mais là, quand Hugues et Charlotte sont arrivés, on n'avait plus vraiment besoin de Nico. Là, si vous me dites que l'audition s'est bien passée. Merci beaucoup, Nico. Bye, Nico. Bye. Merci encore une fois à Nicolas Richard, ça me fait vraiment plaisir. Puis honnêtement, j'étais super content de savoir qu'on allait l'avoir avec nous et je tiens à vous rassurer, Hugues et Charlotte, votre poste n'est pas en jeu. Vous êtes vraiment les meilleurs à ce que vous faites et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Merci encore à Nico. Merci à vous. Excellente émission encore une fois. Et puis, comme c'est la tradition, Hugues, je vais te donner le mot de la fin. Bon tennis, Charlotte. Bon tennis, Alex. Bon tennis, tout le monde. Et bon Roland Garros.